Finalement, moi, ce que j'ai fait, c'est un peu du vin pétillant, alors que le vrai pull islandais, en fait, c'est une histoire de terroir, c'est-à-dire que la laine doit être islandaise pour être vraiment un vrai pull islandais, de la même manière que le champagne doit venir de la région du Champagne. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo où je fais du tricot en parlant de ce que je veux. Aujourd'hui, je voulais vous parler des derniers tricots que j'ai réalisés sur cette chaîne avec vous. Hop, je les amène. C'était des petits pulls pour des jumeaux qui vont arriver. Donc voici le premier tout bleu, tout beau. Et voici le deuxième, donc jaune pour pouvoir les distinguer les uns des autres. Et je voulais vous parler un peu de la découverte que j'ai pu faire avec ces pulls, style de tricot qu'on voit ici avec ce petit motif. Car ces pulls, ce sont des pulls islandais. C'est un peu comme ça que j'ai fait leur découverte. Un peu comme les pulls irlandais dont je vais parler dans une ancienne vidéo. J'ai pensé que les pulls islandais c'était une tradition très ancienne qui date d'il y a très longtemps. Et bon, maintenant ça m'a un peu moins surpris parce que j'ai eu l'habitude avec les pulls irlandais. Mais les pulls islandais finalement ont été créés dans les années 40. Donc il n'y a pas si longtemps, même si ça commence à faire longtemps. Et ça a été créé en fait en réaction avec l'industrialisation de l'industrie textile. C'est-à-dire que les Islandais avaient beaucoup de moutons qui faisaient une très belle laine. Et tout d'un coup, l'industrie n'en a pas eu l'utilité. Et donc il a fallu en fait changer l'utilité de cette laine islandaise. Et c'est à ce moment-là qu'a été créé ce type de motif. C'est des motifs qui sont inspirés de la Norvège, c'est inspiré aussi de vêtements inuits, donc du Groenland. C'est aussi inspiré d'un type de technique écossaise. Donc en fin de compte, il n'y a rien de très islandais là-dedans. Mais il y a cette coïncidence assez heureuse qui a eu lieu, c'est-à-dire que dans les années 40, la date de la création de ce type de motif avec ce petit col, ça a été l'indépendance de l'Islande vis-à-vis du Danemark. Donc juste au moment où l'Islande prend son indépendance, eh bien, il se crée une sorte de vêtement national pour l'occasion. C'est quelque chose qui se retrouve dans les années 2010 parce qu'après la crise de 2008, la crise économique, les Islandais vont recommencer à s'intéresser à ce type de pull et justement dans un effort d'autonomie financière et d'autonomie, disons, patriotique, ils vont recommencer à s'intéresser à ce type de vêtements. C'est un vêtement qu'on peut acheter facilement en Islande. Il y a d'ailleurs une association qui a été créée en 1977 qui est une association où en fait il y aura des personnes qui font ces pulls mais à la main et on peut d'ailleurs les acheter. Ils ont un site en ligne, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez vous acheter un petit pull islandais tricoté par des mains islandaises. Et c'est un peu ça en fait, ce pull islandais, sa particularité, c'est que finalement moi ce que j'ai fait c'est un peu du vin pétillant, alors que le vrai pull islandais en fait c'est une histoire de terroir, c'est-à-dire que la laine doit être islandaise pour être vraiment un vrai pull islandais, de la même manière que le champagne doit venir de la région du Champagne. Néanmoins, on appelle ça un pull islandais quand même, parce qu'en fait c'est un pull qui est donc tricoté en rond. C'est un pull qui est tricoté de haut en bas, donc du col jusqu'aux fesses. Et c'est un pull avec un motif vraiment mignon, à 2 ou 3 ou 4 couleurs différentes. Et ça, en fait, c'est plutôt une question de dextérité et de créativité de la part de la personne qui a créé le patron. Moi, c'est toujours un sujet qui m'intéresse énormément parce que déjà, j'adore cette histoire que j'ai déjà rencontré avec les pulls irlandais, du fait qu'on a cette impression que le tricot c'est quelque chose d'extrêmement folklorique, d'extrêmement ancien, alors qu'en fait ça n'a pas une histoire aussi longue dans le sens où on l'entend aujourd'hui. Et aussi ce que j'aime bien c'est cette impression que nos vêtements ont une histoire forte, comme la marinière que je porte aujourd'hui, ça c'est vraiment la quintessence de la France. Alors que finalement il y a énormément d'artificialité
derrière nos vêtements patriotiques. Prenons l'exemple de la coiffe de la bigoudaine, donc ces coiffes très grandes qu'on associe à la Bretagne et aux femmes bretonnes et qu'on associe au petit piac. Eh bien, elles n'ont eu qu'une existence extrêmement réduite puisqu'elles n'ont connu que l'entre-deux-guerres. Avant cela, les coiffes étaient beaucoup plus petites et beaucoup plus en accord avec le reste, disons, de la France. Mais pendant ces moments très précis de l'histoire de la Bretagne, les femmes ont porté ce type de coiffe. Et encore aujourd'hui, c'est à ça qu'on associe la Bretagne. Ça, c'est plutôt bénin, c'est plutôt rigolo, c'est un peu marketing aussi. Il y a Tipiak derrière tout ça, je le répète. Mais ça peut avoir un effet parfois assez fort et quasiment dangereux. Notamment pour la marque Fred Perry. Fred Perry, c'est une marque anglaise qui a été associée à plein de mouvements différents et dans les années 2020 à un mouvement nationaliste d'extrême droite américain qui s'appelle les Proud Boys, les garçons fiers, au point où la marque a décidé d'arrêter de vendre des polos aux États-Unis et au Canada. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas être associés à ces mouvements qui utilisaient leurs produits, enfin leurs polos, comme un signe d'appartenance violent et extrêmement nationaliste. Et ce qui est intéressant avec Fred Perry, c'est vraiment un truc impressionnant, c'est que déjà c'est pas la première fois qu'un mouvement d'extrême droite a utilisé ce polo pour en faire un signe de ralliement, une forme d'uniforme, mais c'est pas seulement un uniforme d'extrême droite, bien au contraire, c'est aussi un signe de ralliement dans les années 70 des Rude Boys, qui est en fait un mouvement de diaspora jamaïcaine en Angleterre. Il y a aussi le fait que dans les années 90 à 2000, c'est aussi un signe de ralliement de la communauté LGBT à Chelsea, à Londres. Donc des personnes très différentes, aux idéaux très différents, vont se retrouver derrière une marque. Mais là, récemment, la marque a juste décidé de couper les frais, aux États-Unis uniquement évidemment, mais a décidé de ne pas s'associer à quelque chose qu'elle a considéré comme trop nationaliste. Bon, évidemment, c'est pas le cas avec nos pauvres petits pulls islandais tout mignons. Ce n'est pas un symbole nationaliste, mais néanmoins, c'est un symbole d'identité islandaise forte, un symbole d'indépendance, d'autosuffisance aussi, et un symbole d'unité derrière des motifs finalement très jolis. Ce que j'aime derrière ces pulls, c'est que finalement, il y a déjà un folklore inventé, ce dont j'avais déjà parlé dans la dernière vidéo sur le pull irlandais, certes, mais finalement, il y a un symbole d'unité qui a lieu derrière des valeurs qui sont, par exemple, l'utilisation des ressources sur place, l'unité des tricoteurs à l'intérieur d'une association qui a été créée dans les années 70. C'est le fait que non seulement il y a des touristes qui les achètent, mais c'est un vrai objet qui est utilisé par les Islandais sur place et qui leur tient chaud et qui est en rapport avec l'environnement sur place. Bref, et un dernier point important, c'est que c'est un produit qui s'est exporté aussi à travers les patrons et donc il y a eu cette idée d'apporter à une petite Française, par exemple, le droit de faire elle-même son pull islandais, même si c'est, comme je le répète, plus du vin pétillant que du vrai champagne. Pour conclure, je voudrais vous poser quelques questions. La première étant, est-ce que vous avez l'impression quand vous portez des vêtements que vous portez en fonction de votre identité, vos origines, le pays dans lequel vous habitez? Est-ce que à l'inverse, vous avez l'impression que vos vêtements ne disent pas grand-chose et sont plus des uniformes au sens large, c'est-à-dire ils ne disent pas grand-chose de votre identité? Est-ce que quand vous allez en vacances, vous aimez acheter des vêtements sur place pour vous donner l'impression de faire partie de ce pays? Ou est-ce qu'à l'inverse, c'est pas tellement votre truc? Et est-ce que finalement, est-ce que vous avez un pull islandais ou un pull irlandais ou même un pull écossais dans vos affaires et vous vous êtes jamais rendu compte que finalement, ça avait un rapport avec l'identité du pays? Bon, sur ce, je vais vous laisser. Passez une bonne journée ou une bonne soirée et on se retrouve à la prochaine.